Voilà, bon, bienvenue donc à notre émission, spéciale émission, réflexion présentée par Sister Sarah. Ce soir, ça sera donc une collaboration avec donc Jacques Roger. Nous recevons donc depuis les États-Unis d'Amérique le maire donc de Koumassi. Il s'agira donc du maire, Monsieur Ndoli Raymond. Il est donc grand militant donc du PDCI-LDA. Il est membre du bureau politique, je pense très bien. Il y a du conseil politique tout à l'heure, il va nous préciser, puisque après le congrès, il y a eu donc beaucoup donc de changements. Il aura la possibilité de nous présenter un peu tout cela. Il nous parlera un peu donc de sa commune, Koumassi. On nous dit que Koumassi est donc l'une des communes où on peut certainement réaliser donc des affaires. Tout à l'heure, nous allons donc vous présenter donc un petit générique de Monsieur le maire, attirant donc les investisseurs et puis les étrangers donc dans sa commune. Donc ce soir, nous allons donc animer avec Sister Sarah. Sister Sarah, bonsoir, Sister. Oui, bonsoir Jacques et bonsoir à Monsieur le maire. Je vous laisse la parole et puis je suis là. Voilà, Monsieur le maire, bonsoir. Bienvenue donc à Jacques Roger Show, mais plutôt à l'émission Réflexion de Sister Sarah. Bonsoir, auditeur de la radio Africa 2050. Je suis heureux d'être en contact avec vous et de partager ce moment avec tous vos auditeurs et les responsables aussi de cette chaîne qui nous prête ces colonnes. Voilà, merci beaucoup donc Monsieur donc Ndoli Yapi Raymond. Il est donc né en 1953, c'est donc à Bessedi, sous-préfecture donc d'Azopé. Il est donc maire donc de la commune donc de Koumassi. Je crois que ça fait bientôt 15 ans. C'est bien ça, Monsieur le maire? Bien évidemment, je suis élu pour la première fois depuis 2001. Donc, ça va faire 15 ans. On a eu un mandat exceptionnellement long du fait de la crise. Et nous avons eu la chance d'être réélus pour un deuxième mandat. Donc, je suis dans ma 15e année de fonction en tant que maire. Voilà, le deuxième mandat, vous avez été donc réélu dans des conditions assez difficiles. Vous avez eu donc, je permettez moi l'expression, le privilège donc de battre Monsieur Cissé Bakongo donc à Koumassi, et ça fait couler beaucoup donc de salive. Monsieur le maire, sans revenir encore dans les détails, pour nous dire exactement ce qui s'est passé un peu à Koumassi. Ben, vous savez, toute élection est accompagnée de passions, quelquefois mal maîtrisées. Ben, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes à la décrispation et le climat est détendu. Chacun, le ministre de son côté et moi de mon côté, nous nous efforçons à faire ce qu'il y a de mieux pour nos populations. C'est ce qu'il faut retenir. Sinon, effectivement, les élections ont été émaillées de beaucoup de malentendus, de violences. Et il faut avancer. Nous sommes dans la posture de ceux qui veulent avancer. Les ministres et moi, nous sommes rencontrés dernièrement. Je pense que nous allons conjuguer nos efforts pour être au service des populations de Koumassi. C'est ce qui est important et c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, c'est qu'il faut retenir, mais je crois que ça a choqué pratiquement beaucoup d'Ivoiriens, puisque vous êtes tous dans la coalition du RHDP. Si entre, j'allais dire, candidats du RHDP, on peut certainement aller jusqu'à cette situation. Bon, les Ivoiriens se posent encore beaucoup de questions. Mais heureusement, vous avez dit que tout est bien, qu'il finit bien. C'est bien cela, Monsieur le maire. C'est ce qu'il faut retenir. Il faut mettre ça sur le compte du passé et regarder l'avenir avec confiance et espérance. Voilà, confiance et espérance. Alors, vous êtes depuis deuxième mandat en tant que maire donc de cette commune donc de Koumassi. Brièvement, est-ce que vous pouvez nous présenter cette commune de Koumassi pour les Ivoiriens qui sont aux États-Unis il y a disons des années, qui ont certainement un tout petit peu perdu un peu, j'allais dire. Permettez que je revienne un peu tout à l'heure sur ce que vous avez dit en me présentant un peu mon côté politique. Effectivement, après le dernier congrès, je suis membre du bureau politique du PDCI-RDA. Je suis délégué au communal de Koumassi. Je suis président de la coordination des maires PDCI de Côte d'Ivoire. Et puis, je suis, depuis tout dernièrement, le président de la coordination du RHDP de Koumassi. Donc, j'ai plusieurs fonctions au titre du PDCI que j'assume et que je mets au service, bien évidemment, de la dynamique de mon parti. Maintenant, pour en revenir à Koumassi, Koumassi fait partie des 3 plus grandes communes de Côte d'Ivoire et d'Abidjan, du district d'Abidjan. Koumassi est situé dans la partie sud d'Abidjan
juste après l'aéroport. Donc, Koumassi est une commune en développement. Koumassi a la chance d'abriter une zone industrielle. Koumassi compte aujourd'hui près de 500 000 habitants. Et je pense que Koumassi est une commune d'avenir. Nous comptons, avec le fonds Lagunet, développer un tourisme de proximité. Il y a des opportunités d'affaires dans la zone industrielle qui peut intéresser donc les investisseurs. Et Koumassi est une commune cosmopolite qui abrite beaucoup de ressortissants de la CEDEAO. Et tout cela vit dans une parfaite harmonie, donc à Koumassi, et fait bon vivre. Et d'ailleurs, notre slogan, c'est la commune du bonheur partagé. Donc, ceux qui veulent venir à Koumassi sont les bienvenus. Nous nous mettons, bien évidemment, mon équipe municipale et moi, à la disposition de ceux qui seraient intéressés par des opportunités. Nous nous mettons à leur disposition. Et surtout que Koumassi se trouve peut-être à 5 ou 10 minutes seulement donc de l'aéroport. Ça aussi, c'est un atout. Oui, c'est bon à signaler. Koumassi, effectivement, à 10 minutes de l'aéroport international d'Abidjan-Port-Boué, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Voilà, merci. On va écouter monsieur le maire qui présentait donc sa commune aux Français et puis on revenir un peu dans le débat. Hein. Alors, Koumassi a l'avantage d'être situé à 5 minutes de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Koumassi est une commune bordée de fonds lagunaires. Il y a des possibilités de développement de tourisme. Koumassi compte une zone industrielle qui n'attend que des investisseurs pour booster son développement. Et nous pensons qu'à Koumassi, le fait d'être accueillant, parce que notre slogan ici, c'est la commune du bonheur partagé. Tous ceux qui viennent se retrouvent en famille. Et nous pensons que c'est des atouts pour inviter tous ceux et toutes celles qui veulent investir de venir à Koumassi. De venir visiter Koumassi, ou dans les matis, dans les centres d'accueil, nous avons tout ce qu'il faut pour égayer nos visiteurs. Et nous estimons que Koumassi est la destination privilégiée pour des gens en mal de solitude, parce qu'ici, la vie, elle est communautaire, elle est pleine, elle est entière, et nous pensons que c'est la destination qu'il faut choisir pour se retrouver véritablement entre frères, entre amis et entre Africains, et pourquoi pas entre citoyens du monde. Voilà, pourquoi pas un citoyen du monde. Hein. Alors, monsieur le maire, hein, vous avez dit que vous attendiez donc des investisseurs. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les investisseurs se sont bousculés aux portes donc, de votre commune? Bien évidemment, je crois qu'il y a une réelle reprise qui se sent. Les demandes sont nombreuses. Les terrains qui, par moment, ont servi à d'autres fins sont en train d'être mis en valeur pour créer des industries. Et je pense que Koumassi, à l'image de la Côte d'Ivoire, avance. Voilà, Koumassi, à l'image de la Côte d'Ivoire, avance. Et tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez parlé de votre fonction au sein donc du RHDP. Hein. Aujourd'hui, après donc l'appel donc de Daoukro, hein, le FPD-FIEDA a décidé donc d'apporter un peu son soutien. Hein, M. Alassane Dramane Ouattara, disons, le RHDP aura un seul candidat. Mais depuis lors, hein, je crois que cela a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui hein, que tous les militants, ou bien la majeure partie donc, des militants, sont d'accord avec l'appel donc de Daoukro? Je pense qu'après l'appel, le président a laissé la parole, je veux dire le président Henri Konan a laissé la parole aux militants à la base. La base s'est exprimée pratiquement à 98,5%. C'est ce que nous retenons. Maintenant, vous comprendrez que dans un parti politique et en démocratie surtout, il ne peut pas y avoir unanimité pour retenir simplement le fait que la majorité a accepté et s'est approprié l'appel de Daoukro. C'est ce qui nous fonde à travailler la main dans la main pour que véritablement le RHDP devienne un parti qui gagne, un parti ambitieux au service de la Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi les militants qui vous écoutent doivent vraiment accepter donc l'appel donc de Daoukro? On a parlé donc de l'alternance, mais jusqu'à présent, c'est seulement le PDCI-RDA qui parle réellement d'alternance. Monsieur Alassane ou bien Soro Guillaume sont un peu mitigés sur cette question. Hein? Vous savez, nous fondons notre confiance dans la parole dans le sens du respect de la parole donnée de nos leaders. Le président Henri Konan a donné le ton. Le président Alassane a dit qu'il était en harmonie avec le président de Dieu. Nous nous sentons donc en confiance. Maintenant, à gauche et à droite, il peut se lever
des voix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes dans un jeu démocratique. Tout le monde ne peut pas accepter tout du coup, mais c'est un processus et je pense que cela aboutira. Nous avons confiance. Et cela aboutira, nous avons confiance. Aujourd'hui, donc, vous avez un candidat, c'est donc M. Alassane Dramane Ouattara. Est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire se porte mieux qu'il y a 5 ans et qu'il faut certainement réélire M. Alassane Dramane Ouattara? Oui, ça je peux l'affirmer parce que les indices sont là, les indices sécuritaires, le travail reprend un peu, de nouvelles sociétés viennent s'installer en Côte d'Ivoire, des emplois se créent et je pense que c'est toutes ces choses-là qui vont permettre de réduire le taux de pauvreté de la population et permettre à chacun de gagner en confiance et de se mettre résolument au service du développement du pays. On ne peut pas décréter le développement, c'est pas à pas, d'action en action, que cela se construit. Et le président a donné le gage que, véritablement, il est au service du pays, il a des grands chantiers. Vous savez, pour qu'une ville comme Abidjan manque de ciment, ça veut dire que les gens travaillent. On avait 2 usines, on a eu une 3e usine, et malheureusement, on ne trouve pas du ciment à Abidjan. Ça veut dire qu'il y a des chantiers, s'il y a des chantiers, s'il y a des ouvriers. S'il y a des ouvriers, bien évidemment, il y a des emplois, et je pense que tous ces signes-là sont encourageants. C'est pour cela que nous avons accepté que le président Alassane fasse un dernier mandat. Voilà, accepter que le président soit donc le candidat donc du RHCP et qu'il ait donc un second mandat. Mais de l'autre côté, de l'opposition, ils pensent qu'en réalité on parle donc de taux de croissance, on parle donc de construction, vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais en réalité la population ivoirienne ne bénéficie pas de croissance. Est-ce qu'au niveau de Koumansi, cette population commence à sentir les effets de cette croissance, comme dit du don dans 2 chiffres cette année? Les effets, c'est pas automatique, si vous voulez. Nous pensons que chacun ressent les effets dès lors qu'il y a de plus en plus d'emplois qui se créent, dès lors qu'il y a la sécurité. Maintenant, il y a effectivement certains travaux d'infrastructure qui tardent à être réalisés, les voiries, mais vous savez, tout se fait pas à pas, comme je l'ai dit. Non, ma commune en particulier a besoin de développement en infrastructure. Ce sont des chantiers que nous avons lancés et le gouvernement a pris des dispositions pour que très rapidement cela se corrige et nous espérons que dans les mois à venir, des grands chantiers vont être mis en œuvre pour que véritablement les populations circulent mieux, les populations soient plus rassurées, que l'État s'occupe de leurs préoccupations d'hygiène, de salubrité et de voirie. Toutes ces choses-là, nous pensons que ça va être fait parce que le président l'a promis et quand il a promis, il le réalise. Donc nous pensons que la population de Koumassi, à l'image des autres habitants de la Côte d'Ivoire, ont commencé à ressentir les effets du gouvernement Alassane Ouattara. Bien évidemment, tout ne peut pas se régler parce qu'il faut dire aussi d'où nous venons. Nous venons d'une longue crise où l'État n'existait pratiquement pas. Et aujourd'hui, on reprend les choses pas à pas. On ne peut pas espérer que ça aille plus vite que ça. Mais il y a des signes et c'est ce que nous retenons. Il y a une volonté, c'est ce que nous voyons. Et il y a surtout un engagement fort des 2 grands hommes, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, qui ont accepté d'unir leurs efforts pour que la Côte d'Ivoire connaisse la paix, pour que la Côte d'Ivoire progresse. Voilà un peu le schéma sur lequel nous nous appuyons, nous autres, pour dire que Alassane Ouattara est le bon cheval et nous nous battons pour qu'il soit élu. Alors, comment vous expliquez cela que l'ancien Premier ministre, M. Charles Konan Banny, M. Kouadio Konan Bertin aussi, qui était donc l'ancien président des Jeunes, ne voient pas la même chose que vous? Ils pensent que M. Ouattara n'est pas certainement l'homme de la situation, qui pensent qu'eux, ils peuvent apporter un peu donc la paix et la stabilité donc au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous êtes militant du PDCI-EDA. Pourquoi vous ne parlez pas un peu le même langage? Qu'est-ce qui vous différencie, monsieur le maire? On peut être tous militaires, ne pas adopter la règle de l'unanimité. Nous sommes en démocratie et il est permis que tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Donc il faut accepter et concevoir que M. Kouadio Konan Bertin et le Premier ministre Charles Konan Banny ne voient pas les choses de la même façon que nous autres. Mais je vous ai dit dès le début, il faut se fonder sur la majorité. La majorité des Ivoiriens pensent et croient que c'est une chance d'avoir une candidature unique dès le départ. C'est une chance
de permettre que le président Alassane termine ce mandat et que véritablement en 2020 l'alternance soit. Nous y croyons et nous pensons que cela se fera. Sinon, si nous sortons de ce schéma, si tout le monde doit raisonner de la même façon, nous ne serons plus en démocratie. Donc il faut concevoir, il faut concéder aux autres d'avoir leur pensée, d'avoir leur jugement et de ne pas voir la même chose, les choses de la même façon que tout le monde. Voilà, merci. Les choses de la même façon que tout le monde. Les élections de 2015, il y a eu donc beaucoup de morts. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les conditions sont réunies pour aller donc aux élections et que la démocratie puisse triompher en Côte d'Ivoire? Vous pensez que le résultat sera accepté de part et d'autre? Je pense aussi que chacun a tiré les leçons de ce qui s'est passé en 2011 et que chaque Ivoirien n'a plus envie de revivre la même chose. Quant aux conditions, c'est tout le monde qui doit se mettre ensemble pour que ces conditions soient réunies. Si on pratique la politique de la chaise vide, on n'est pas au lieu où se font les débats, bien évidemment, ça va être difficile qu'on puisse entendre aussi le minimum. Mais nous pensons que ces élections seront apaisées. Les Ivoiriens ont surtout vécu un traumatisme qu'ils n'ont plus envie de revivre et chacun pense que chaque Ivoirien, chaque responsable qui aspire à une parcelle de responsabilité doit mettre un peu d'eau dans son vin pour que chacun préserve l'essentiel. L'essentiel est l'appel au développement du pays. Voilà, appel au développement du pays. Une partie donc des Ivoiriens réclame toujours le retour de l'ancien président, Monsieur Laurent Gbagbo. Il parle donc du Gbagbo au rien. Est-ce que vous ne craignez pas que les partisans de Monsieur Laurent Gbagbo ne soient pas du tout d'accord avec le processus et qui ils créent un peu des conditions semblables à ce que nous avons certainement vécu en 2015? Ben, il appartient à l'État de prendre ses responsabilités, de rassurer les uns et les autres et surtout de faire en sorte que ce syndrome ne réapparaisse plus. Bien évidemment, il faut comprendre ceux qui souffrent parce que leur leader est en prison. On ne peut pas souhaiter à un proche d'aller en prison. S'ils pleurent pour qu'ils reviennent, c'est de leur droit. Mais je pense que de là à entreprendre des actions pour recréer ce que nous avons vécu, il y a un pas et le gouvernement s'emploiera à ce que ce pas ne soit pas franchi. Voilà, merci beaucoup. Donc, Monsieur le maire, avec votre émission, nous allons donc aller du côté donc de Sister Sarah qui co-anime cette émission avec nous. Alors, les autres frères, je ne sais pas si vous allez donc avoir le temps de poser des questions, mais si vous devez poser des questions, ce soit des questions courtes, pas des commentaires. Nous allons certainement voir les commentaires après, donc le départ donc de Monsieur le maire de l'émission. Alors, Sister Sarah, depuis l'État de Massachusetts, vous avez donc le gros micro. Merci Jacques. Rebonsoir Monsieur le maire. Bonsoir. Voilà, nous vous souhaitons la bienvenue aux États-Unis. Je voudrais retourner un peu en arrière avec les premières questions que Jacques vient de vous poser. Oui. Vous avez cité beaucoup de positions que vous occupez là en ce moment. Est-ce que vous ne pensez pas que ça fait trop de postes pour une seule personne et que ça pourrait gêner un peu? Non, pas du tout. Ce sont des postes complémentaires. Le bureau politique se réunit une fois tous les 3 mois, donc ça ne gêne pas. Je suis coordinateur de maire PDCI parce que je suis maire. Je suis délégué communal parce que j'anime le PDCI au quotidien. Et puis, le RHDP, c'est un parti qui travaille au renforcement des liens entre 5 partis. Je pense que ce sont des fonctions qui sont complémentaires et qui peuvent être menées ensemble et ça ne me gêne pas du tout. D'accord, ça ne vous permet pas d'être beaucoup riche. Comment? Ça vous permet d'être un peu riche quand même, j'espère? Ben, ça me permet d'avoir beaucoup plus d'expérience et d'être plus utile à mes frères, à mes sœurs qui partagent les mêmes idées que moi et surtout à ma commune qui compte sur moi. Merci, monsieur le maire. Vous êtes un homme sage. Merci. Alors, en 15 ans, vous avez été maire de la commune de Koumassi. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement les actions que votre mairie a posées pour le développement de Koumassi? Comme l'a dit Jacques, pour nous qui avons quitté la Côte d'Ivoire depuis 2012, par exemple, qu'est-ce qui est nouveau au niveau de Koumassi? Qu'est-ce que vous avez changé, construit, etc. Et puis, si vous avez des projets en vue, vous êtes aux États-Unis, des partenariats, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail? Ben, merci. Vous devez savoir que Koumassi, à l'époque, on parlait de Koumassi au péjoratif, avec un terme qui n'est pas très approprié, Koumassi Potopoto. Aujourd'hui, Koumassi n'est plus Potopoto parce que tous les quartiers précaires ont été restructurés
nous avons réaménagé ces quartiers précaires et des quartiers comme vous avez, vous aussi, vous en avez entendu parler. Ces quartiers aujourd'hui reçoivent des immeubles. Nous avons des quartiers comme Akounabla qui sont fréquentables. Et nous avons donc mis l'accent sur la régulation des quartiers précaires de sorte à dégager de nos frontières les nids de bandits. Nous avons construit également des commissariats. Nous en avons construit 2. Nous avons fait construire également une brigade de gendarmerie, une compagnie de gendarmerie. Au plan scolaire, nous avons réalisé des écoles maternelles. Nous avons réhabilité aussi des écoles primaires, des lycées et collèges. Nous avons, au plan de l'éducation, permis à plusieurs enfants de parents pauvres d'avoir des prises en charge scolaires. Pendant au moins 12 ans, ce sont des centaines d'enfants que nous avons permis de sauver, à qui nous avons permis d'avoir une scolarité normale. Et toutes ces choses sont visibles, sont palpables, et ce qui nous a permis, bien évidemment, d'être réélus. Parce qu'être élu, on le fait sur un programme, mais si vous avez été réélu, ça veut dire que vous avez respecté votre programme. Donc, nous attendons pour la mandature qui va commencer, déployer d'autres efforts. Nous sommes en train de réaliser un des plus gros hôtels communaux d'Abidjan, l'hôtel communal de Koumassi en chantier. Nous avons d'autres projets. Nous venons de finir d'inaugurer un marché de proximité. Nous allons nous attaquer, bien évidemment, très bientôt au problème de voirie, pour étendre un peu le goudron à travers certains quartiers qui n'en avaient pas bénéficié. Voilà nos ambitions pour Koumassi. Nous avons un projet également de construire une caserne de sapeurs-pompiers. Le projet est en cours. Nous avions eu des promesses de dons de matériel, mais à cause de la guerre, ça n'a pas pu être réalisé. C'était avec Rockville, avec les sapeurs-pompiers de Rockville, on n'a pas pu le concrétiser. Ce sont autant de projets que si vous nous aidez à les faire ressortir, ça nous aiderait à booster un peu notre commune parce que dans ces quartiers-là, malheureusement, quelquefois, il y a des cas d'incendie et des zones 4 ou d'Adjamé jusqu'à Koumassi. Malheureusement, quand les pompiers arrivent, souvent il est trop tard. Donc, après le commissariat, après la gendarmerie, nous aimerions envoyer une caserne de sapeurs-pompiers et nous travaillons déjà à réaliser ce projet. Voilà donc pour ramasser certains de nos projets que nous nous efforçons à réaliser pour le bonheur de nos populations. Merci, monsieur le maire. Alors, je ne pense pas que beaucoup de maires comme vous pourraient nous citer tout ce que vous avez cité, donc félicitations. Est-ce que ça veut dire que vous serez encore candidat pour les prochaines élections communales en Côte d'Ivoire? J'ai un programme à conduire. Je viens de vous dire que j'ai un chantier important de tel communal. J'attends achever, bien évidemment, ce projet. Et si la population me fait confiance, je pense que je le ferai bien volontiers encore quelques 5 années. D'accord. Alors, on espère pouvoir faire votre campagne depuis les États-Unis. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avance. Si les populations vous font confiance, pas de raison que nous ne le fassions pas. Voilà. Bien évidemment. Alors, la prochaine question, nous allons aller du côté de la politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette atmosphère politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Vous avez le FPI d'un côté, comme l'a dit Jacques, mécontent, qui se plaint aujourd'hui que l'Union africaine est silencieuse, que l'ONU ne parle pas quant aux tortures des leaders politiques du FPI. Vous avez les opposants de la CNC qui attendent de sortir de la Côte d'Ivoire pour faire des déclarations tapageuses, ainsi que peut-être en Côte d'Ivoire on n'est pas trop en sécurité. Et puis là, j'ai regardé la télévision ivoirienne avec le décès de cette jeune animatrice que j'aimais beaucoup. Donc, je voulais forcément. Et je regarde le journal de midi, 13h, je regarde le journal de la nuit. Et tout ce que je vois, c'est M. Alassane Ouattara en campagne à l'intérieur du pays. Le journal a duré 30 minutes. M. Ouattara a occupé pratiquement 20 minutes des 30 minutes. Alors, comment vous voyez cette atmosphère politique? C'est quoi, la démocratie? C'est quoi? On profite du pouvoir qu'on a. Est-ce que vous pouvez vraiment nous aider un peu à comprendre, monsieur le maire? Ce que je peux vous dire déjà, c'est que toute approche d'élection est une période d'effervescence au niveau des états-majors politiques. Nous allons aller à l'élection présidentielle. Il est tout à fait normal que dans les états-majors politiques, chacun se batte
pour tirer à lui le meilleur parti de ce qui peut lui permettre d'être réélu. Les opposants utilisent les voix qui sont les leurs. Le président utilise sa souveraineté pour faire des tournées à l'intérieur, pour expliquer son projet, pour prendre les préoccupations des populations. C'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre, seulement que cela doit se faire dans le respect de l'éthique et surtout dans le respect de tout ce qui peut concourir à maintenir la paix et à permettre d'apaiser le climat social. Bien évidemment, les opposants se plaignent de l'occupation abusive, si on peut le dire, de la télévision, mais ce sont des comptes rendus de tournées qui se font. Ce ne sont pas ce sont des comptes rendus de tournées d'un président de la République, ça se fait sous tous les régimes. Quand le président Gbagbo était là, c'était la même chose. Quand le président Faure était là, un chef d'État qui se déplace dans une région, il y a que chacun doit être informé, et donc c'est tout à fait normal qu'un compte rendu fidèle soit fait. Père à l'âme de l'animatrice qui est décédée, je pense que sa famille a pris la juste mesure de la douleur, mais ce n'est pas un événement national. Par contre, le déplacement du président de la République était un événement national. Et donc c'est normal qu'il soit couvert. Donc je voudrais dire aussi que tout ce qui se dit doit pouvoir rester dans le cadre de la campagne présidentielle. Et si chacun critique l'autre, c'est de bonne guerre. Parce que personne ne peut dire que son adversaire est le meilleur. S'il est le meilleur, on ne peut pas s'opposer à lui. Donc c'est tout à fait normal que l'opposition critique l'action du gouvernement pour que le gouvernement puisse s'améliorer. Si tel est que ce qui se dit est fondé, parce qu'il faut critiquer, mais il faut critiquer positivement, il ne faut pas critiquer pour détruire. Bien sûr. Alors oui, nous sommes d'accord avec ce que vous dites, monsieur le maire, mais nous sommes à quelques mois des élections. Le dépôt des candidatures, c'est bientôt le 3 août jusqu'au 25 août. Donc, on ne voit pas des campagnes pour les autres pratiquement. Parfois, les rencontres sont même un peu brimées. Et pendant ce temps, on justifie la présence du président sur les organes de médias de façon intensive et exclusive. Est-ce que la course n'est pas illégale dans ce cas? Est-ce que les autres n'ont pas le droit de se sentir frustrés un peu quand ils voient que le président occupe autant les médias d'État et qu'ils n'ont pas accès? Mais ce n'est pas parce que les élections approchent que le président il ne va pas travailler. Si le président il travaille, il veut que la population soit informée de ce qu'il fait. Je pense que les autres, quand ils sollicitent les médias, ils les ont. Dernièrement, je crois qu'il y a eu un débat où Jean-Jacques Deschaux et autres sont allés défendre leur point de vue. Je pense que l'information est à la disposition de celui qui la sollicite. Voilà. Mais ce que le président doit faire doit être tenu à la connaissance de toutes les populations. Et il est en fonction, il n'a pas encore démissionné. Quand il sera candidat, quand la campagne aura commencé, en ce moment-là, il y aura une utilisation équitable, je pense, des médias dans le cadre de la campagne. Mais pour le moment, le président, depuis le début de son mandat, il rend compte de ce qu'il fait, on ne peut pas le lui reprocher, à mon sens. Bien entendu. Merci, monsieur le maire. Alors, qu'est-ce qui vous envoie aux États-Unis? Est-ce que vous viendrez à Boston? Si j'ai une invitation, peut-être la prochaine fois. Vous venez tous ici, vous restez à Washington ou à New York et nous, on ne vous voit jamais. Ben, si j'ai une invitation, je viendrai bien volontiers. Une fois, j'ai été à Seattle. Une autre fois, j'ai été à Philadelphie. Mais je pense que si vous me faites l'amitié de m'inviter, je viendrai bien volontiers vous rendre visite. Et une prochaine fois, mais malheureusement, cette fois, je pense qu'on est là pour 10 jours. Et les 10 jours sont presque arrivés. On va devoir repartir puisque du travail nous attend. D'accord. Alors, Jacques prendra soin d'être informé pour nous et comme ça, il pourra nous faire signe. Et pourquoi pas peut-être organiser un événement du côté de Boston. Il y a beaucoup d'Ivoiriens ici. Il n'y a pas de problème, je viendrai bien volontiers. Voilà. Merci, monsieur le maire. Jacques? C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà. Je vous laisse, monsieur le maire, pour... Voilà, si ce sera, alors nous allons prendre au moins 2 ou 3 questions et puis libérer monsieur le maire. Alors nous allons aller du côté donc de Paris avec le docteur Jean-Aimé Mouketou. Alors docteur Mouketou, allez-y pour 2 questions courtes. Voilà, pas de commentaires. On aura les commentaires plus tard. Bien, merci. Bonjour monsieur le maire. Jean-Aimé Mouketou
enseignant à l'Académie de Versailles. Première question, est-ce que vous pourriez nous présenter votre budget annuel et nous faire la répartition par rapport aux investissements et au fonctionnement? Deuxième question. Notre budget, je vais devoir vous le dire en CFA, hein. Notre budget annuel, il est de l'ordre de 2,5 milliards et nous avons 20% en investissement et le reste en fonctionnement. Allô? Allô? Docteur Mouketou? Je pense que nous avons perdu le docteur Mouketou, hein, le temps donc de l'avoir. Hein. On va aller donc, du pasteur depuis l'État donc de Maryland. Hein. Alors, pasteur, avez-vous une question pour Monsieur le maire? Non, bonsoir, Monsieur le maire. Je viens juste d'arriver, donc j'ai pas eu le temps d'écouter les échanges. Je voudrais saluer le maire de Koumassi, que je connais bien, mais bon, je préfère écouter comme tout le monde. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, pasteur. Ce serait avec plaisir que, si l'occasion m'est donnée, je passerai vous saluer. Puisque je suis dans le Maryland, mais actuellement, je suis à Gettysburg. Ah, vous êtes à Gettysburg? Oui, ben, vous repartez quand? Ben, je repars le lundi précisément. Voilà, on fera ça hors antenne. Merci, pasteur. On va aller jouer le docteur Moussala avant de le prendre. Oui, voilà. Merci. Merci, désolé. Hein. Oui, rebonjour, monsieur le maire. Mes deux questions sont les suivantes. Première question, je vous demandais est-ce que vous pourriez nous présenter votre budget annuel avec une répartition par rapport aux investissements et au fonctionnement. Deuxième question, oui. Ça a un rapport avec les défis du 21e siècle. Quelle est votre politique en matière de développement durable? Ça m'intéresse beaucoup en tant que géographe. Par exemple aussi au niveau de diversification des modes de transport, d'insertion professionnelle, de rénovation urbaine et pourquoi pas de démocratie locale, etc. Merci. Merci beaucoup, docteur. Notre budget annuel traduit en français FAIL est de l'ordre de 2,5 milliards. Nous avons 20% en investissement. Le taux d'investissement imposé dans la commune de Côte d'Ivoire, c'est 10%. Nous avons fait l'effort de pousser à 20%. Et donc, le reste, bien évidemment, va dans le fonctionnement. En ce qui concerne la deuxième question, je voudrais pouvoir vous dire que Koumassi est une commune dite pauvre, puisque, compte tenu de la population, qui est de l'ordre de 400 à 500 000 habitants, nous avons un budget relativement faible. Donc, vous comprendrez que beaucoup va dans le social, dans l'éducation, dans la formation, et puis dans le social en tant qu'assistance aux personnes indigentes. Et nous avons un plan de développement global de tout le district d'Abidjan, un plan commun de développement, et Koumassi sont dans ce plan. Malheureusement, le volet environnement n'occupe pas une très grande place, je dois vous le concéder, parce que la gestion des ordures ménagères pose problème au niveau du district. C'est toutes ces choses-là que nous nous battons pour améliorer, pour que véritablement Abidjan puisse avoir fait allure pour le visiteur qui y vient. En matière de développement durable, nous nous inscrivons dans le programme du gouvernement et notre budget ne nous permet pas d'entrer au niveau de... Mais nous envisageons bien évidemment, si l'État nous concède donc cette compétence, de développer des actions de proximité en matière environnementale, en matière de développement de transport fluvial et de transport interurbain avec des moyens beaucoup plus adaptés que ceux que nous voyons. Donc voilà en quelques mots ce que je peux vous dire. Allô? Oui. Oui, Jacques? En tout cas, merci. Jacques, est-ce que nous avons le prochain auditeur? Nous avons perdu Jacques? Moi, je suis encore là. Je vous écoute. Bien sûr, monsieur le maire, je sais que vous êtes là. Voilà, Jacques est sorti de la brousse là un moment. Alors, je pense que
Voilà, merci beaucoup, hein, monsieur donc le maire. Hein. Alors, on va essayer donc, avec votre permission, monsieur le maire, prendre deux questions des deux auditeurs et puis peut-être vous libérer. Comme je l'ai dit, hein, cher ami, on n'aura pas du tout de commentaires. Hein. Si vous avez des questions, vous posez des questions par rapport à ce que vous avez entendu. Hein. Voilà, des questions directes, des questions courtes, les commentaires, nous allons les avoir un peu plus tard. Hein. On va aller du côté donc de monsieur Laurent Agueyi, hein, voilà, donc grand militant, voilà, donc de l'opposition. Monsieur Agueyi, allez-y pour votre question. Merci, commandant, et bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. J'ai deux petites questions pour vous. La première, je vous ai entendu dire qu'il y aura des élections apaisées en 2015. Nous qui sommes à la diaspora, nous sommes vraiment inquiétés parce que tous les jours, on apprend que M. Walter est en train de commander des armes. Nous savons aussi que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tout le monde est là, les dozos et tout ça, tout sont encore en place. Alors, pouvez-nous dire cette magie dans laquelle il y aura des élections apaisées, contrairement à 2010? Première question. Deuxième question, vous avez parlé de votre programme de développement à Koumassi. 50 ans après nos indépendances, l'Afrique est toujours un continent du tiers-monde. Et pourtant, des gens comme vous, des maires, ont toujours eu des programmes. Mais pourquoi l'Afrique n'arrive pas à décoller avec tous ces programmes de développement que les élus mettent en place? Merci. Merci beaucoup. Vous permettrez que je ne puisse pas parler de ce que vous avez appelé des commandants parce que je ne suis pas du tout qualifié pour cela. Et je crois savoir que la Côte d'Ivoire est encore sous embargo. Alors, je ne sais pas d'où vous tenez ces informations et où la Côte d'Ivoire a pu commander des armes. En tout cas de cause, je n'en sais pas plus et je ne peux pas vous en dire davantage. Maintenant, par quelle magie il peut y avoir des élections apaisées? J'ai dit dans mon intervention tout à l'heure que chacun a tiré les conséquences de ce que nous avons vécu en 2011 et il serait difficile que chacun contribue à recueillir le même schéma catastrophe. Et cela, nous qui vivons au quotidien, nous le percevons de la part des Ivoiriens. En ce qui concerne les efforts qui peuvent être faits ça et là, je pense que la main tendue se vit au quotidien. Il y a des contacts entre l'opposition et le gouvernement. Je pense que c'est le Premier ministre Ahoussou Jano qui est en charge de ces questions, de créer la cohésion entre le pouvoir et l'opposition. Le ministre d'État Ahmed Bakarako aussi s'y prend. Et chacun a à cœur de faire en sorte que véritablement nous ne revivions plus le même syndrome. Et c'est ce qui nous fonde à croire que ces élections pourraient être apaisées. Maintenant, est-ce que entre frères qui ne se comprennent pas parce que le processus ne convient pas à un tel autre, cela conduirait véritablement à installer la chienlit? Je ne pense pas. Nous sortons d'une situation que nous avons du mal à oublier et nous pensons que chacun aura compris que c'est dans les esprits des uns et des autres que nous ne devons plus créer les mêmes situations qui vont conduire aux mêmes effets bien évidemment qui ont fait que certains de nos frères malheureusement vivent loin de leur pays en exil. Ce sont des choses qui ne sont pas faciles et que nous devons nous battre pour circonscrire. Comment se fait-il que avec le développement local ça et là, l'Afrique n'arrive pas à décoller? C'est une question qui est au-dessus de mes compétences. Je suis un agent de développement local. Je fais ce que mon budget me permet de faire. Je fais ce que les tests organiques me permettent de faire. Et je pense que ceux qui sont dans les instances au-dessus de nous doivent pouvoir réfléchir et donner les conditions pour que l'Afrique puisse aller plus en avant que nous ne le voyons. Véritablement, c'est l'un des autres, et peut-être que même vous de la diaspora pouvez mieux y contribuer que nous autres qui sommes à la base. C'est un effort qui est attendu de chacun. Nous attendons que chacun y réponde pour que tous, Africains que nous sommes, nous puissions permettre à notre continent d'émerger. Voilà, merci beaucoup. Hein. On va aller du côté dans l'État de Ohio avec M. Vincent Camille. Vincent, allez-y pour votre question. Allô, M. Vincent Camille, est-ce que vous nous entendez? Hein?
Alors, le temps donc de l'avoir. Alors, monsieur le maire, hein, on a parlé de l'école obligatoire hein, que le gouvernement compte imposer déjà dès le début de l'année prochaine. Hein, et on parle aussi donc d'emprisonnement de 2 à 6 mois hein, pour donc les parents réfractaires. Voilà. Alors, monsieur le maire, est-ce que vous avez un commentaire? Ben, je pense qu'aujourd'hui, nous avons atteint un certain niveau où l'analphabétisme est suicidaire. Et si le gouvernement prend une telle mesure, c'est pour permettre aux Ivoiriens d'être ouverts sur l'extérieur. Nous sommes à l'ère d'éthique, on ne peut pas concevoir que quelqu'un qui est âgé de 20 ans ne puisse pas savoir manipuler un clavier. Donc tout cela passe par l'instruction et c'est tout ce que le gouvernement a vu et il a estimé qu'il faut permettre à chacun d'avoir le minimum de bagages pour être de son temps et pour vivre son temps. Quel commentaire j'ai à faire? Je pense que chacun aura compris que en mettant son enfant à l'école, c'est pour son bien et c'est pour le bien de toute la communauté. Parce que quelqu'un qui n'est pas instruit, il devient aujourd'hui un danger pour la société. Donc, si nous pouvons faire en sorte que chacun ait engagement de bagages pour s'exprimer vis-à-vis de l'autre et pour comprendre les choses de son monde, ce serait une bonne chose et nous sommes prêts à encourager le gouvernement et à soutenir cette initiative. Mais l'école obligatoire, est-ce que sous le président Oufouette, hein, l'école n'était pas obligatoire, sous M. Henri Bédier, ce n'était pas obligatoire le fait donc de parler de l'école obligatoire aujourd'hui, c'est quoi exactement? Gratuite et obligatoire, c'est quoi exactement, monsieur le maire? Ben, l'école n'était pas obligatoire. Sous Félix Houphouët-Boigny, des actions étaient menées, les parents étaient encouragés à envoyer les enfants à l'école, mais c'était sans contrainte. Maintenant, il doit y avoir la contrainte. Vous avez un enfant, à un certain âge, vous avez l'obligation de le mettre à l'école. Ça devient différent. Et l'école est gratuite parce qu'il y a certains parents qui n'envoyaient pas les enfants à l'école parce qu'ils ne pouvaient pas payer leur fourniture. Donc aujourd'hui, l'État s'engage à faire en sorte que toutes ces contingences, toutes ces contraintes-là soient levées pour que chaque enfant du pays puisse avoir droit à une instruction minimale. Voilà ce que j'entends par l'école obligatoire et l'école gratuite. On parle de la gratuité des fournitures, c'est bien ça, comme sous le président Houphouët-Boigny dans les années 80, 70? Ben oui, c'est de cela qu'il va s'agir. D'accord. Alors, monsieur le maire, nous sommes donc à la veille donc, des élections. Hein, on parle maintenant d'arrestation donc de journalistes. Un journaliste pro-opposition, je crois du nom de Joseph Niawa, selon les informations, a été donc arrêté hein, et puis pour outrage à chef d'État. À la veille des élections, est-ce que ça ne va pas certainement, ça sera pas une mauvaise publicité hein, pour le président Alassane Dramane Ouattara? Bon, personnellement, je ne suis pas informé parce que ça fait un petit moment que je suis sorti du pays. Je n'ai pas été informé de cette arrestation. Mais si ça s'avérait, il faut savoir que peut-être les faits sont avérés. Et le président est de ceux qui avaient promis ne pas emprisonner les journalistes. Mais cela ne veut pas dire non plus que les journalistes doivent pouvoir faire ce qu'ils veulent et dire ce qu'ils veulent. Moi-même, si vous parlez, j'ai été victime. Vous avez parlé tout à l'heure des difficultés pendant les élections. Il s'est passé des choses atroces que j'aurais pu envoyer devant les journaux. Mais je pense que les journalistes aussi doivent connaître la limite de leurs responsabilités, tout en étant là pour informer. Ils doivent informer dans le juste respect de l'éthique et de la morale de leur métier. Je ne défends pas le chef de l'État, je ne suis pas là non plus pour condamner les journalistes, mais j'estime que si chacun fait son travail dans le juste respect de l'éthique, il ne va pas y avoir de problème. Maintenant, le fait dont vous parlez, je n'en suis pas suffisamment instruit, je ne peux pas en dire davantage. Encore une fois, merci, monsieur le maire, d'avoir accepté donc une interview. Hein. On a eu pratiquement au moins 1 heure. Hein. Alors, si ce sera, alors, votre mot de fin, et puis nous allons permettre au maire, hein, voilà, de nous donner son mot d'espoir. Si ce, vous êtes en ligne. Merci, Jacques. Nous voulons simplement remercier monsieur le maire et nous espérons que la prochaine fois qu'il reviendra du côté de Boston, nous aurons au moins l'opportunité de le rencontrer et puis de poser des questions en direct. Voilà. On espère que ces prochaines élections ne vont pas voir encore beaucoup de morts, comme ça s'est passé là, non? Où deux personnes du même parti s'opposent et puis après il y a des dégâts, il y a des morts, il y a tout ça. Nous espérons vraiment que ce ne sera pas le cas
bonne chance et puis bon séjour aux États-Unis, monsieur le maire. À bientôt. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir prêté vos colonnes. Je remercie tous les auditeurs de votre chaîne et je prends à mon compte l'invitation à moi faite. Je pense que chaque fois que j'aurai l'occasion de venir, je ferai en sorte que vous en soyez informés pour que on puisse partager quelques moments ensemble. Pour ce soir, je voudrais dire merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis un peu partout et je souhaite la paix dans notre pays et je crois sincèrement que tout se passera bien et que les Ivoiriens se retrouveront en frères et sœurs après ces élections pour que vive la paix et le développement de notre cher pays. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, monsieur le maire, et surtout, on se joue aux États-Unis. Hein? Merci, à très bientôt.